Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Gatéméry. Je suis Anne Gersard, votre hôte. Ce podcast veut porter un autre regard sur le sens que l'on donne à la réussite. Parce qu'au fond, qu'est-ce que réussir ? À quel moment on peut se dire que l'on a réussi notre vie ? Chaque semaine, en l'occurrence le lundi, nous allons partir à la quête du sens de la réussite avec des invités aux horizons divers. Ils sont cadres supérieurs, entrepreneurs, sportifs ou encore artistes, mais ce qui les réunit, c'est qu'ils semblent avoir trouvé leur vocation. Pendant environ 1 heure, nous allons entrer dans leur univers pour découvrir l'envers du décor de leur parcours, notamment leurs questionnements, leurs doutes et leur processus de décision qui leur ont permis de redonner plus de sens à leur travail. Mon objectif est que vous tiriez le maximum d'enseignements de ces échanges pour vous en inspirer et ainsi vous rapprocher de votre propre réussite. Si ce podcast vous plaît, la meilleure façon de me donner un coup de main est de mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast, mais aussi d'en parler autour de vous. Que ce soit à vos amis, vos collègues, sur les réseaux sociaux, bref, vous êtes mes meilleurs ambassadeurs et ça me donnera un gros coup de boost. Pour ce nouvel épisode, je reçois Laou Keita, la cofondatrice de Keita Systems, une société dans l'ingénierie de la maintenance aéronautique. Cette femme, polyglotte de parents guinéens, dit avoir la tête dans les nuages, mais Laou a bien les pieds ancrés au sol pour toujours rebondir. Elle a voulu être interprète, a tenté d'intégrer l'École nationale de l'aviation civile et a été licenciée à l'âge de 42 ans, en pleine ascension professionnelle. Mais cette autodidacte a su se reposer sur ses valeurs de résilience et de persévérance qui la poussent à ne jamais rien lâcher dans un milieu très élitiste et dominé par les hommes. Avec Laou, on a parlé du dessin animé Goldorak, de la passion qu'elle porte pour son métier, des injustices qu'elle a connues en tant que femme noire dans ce secteur, de ses valeurs familiales héritées de son père, dont elle parle avec beaucoup d'émotion. Laou est une femme accessible, vraie, et qui force le respect et l'admiration. C'était un réel bonheur pour moi d'échanger avec elle. Mais je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir ma conversation avec Laou Keita. Bonjour Laou. Bonjour Unger. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Je suis ravie de vous recevoir. Moi, je suis ravie que vous m'ayez invitée. Avec plaisir. Alors Laou, vous êtes née à Talence, près de Bordeaux. Absolument. Est-ce que vous pouvez me dire comment était votre enfance ? Alors mon enfance était une enfance à la fois heureuse et disciplinée parce que j'ai été élevée par des parents assez on va dire assez stricts, qui exigeaient de nous qu'on ait des bons résultats scolaires, mais qui nous aimaient suffisamment pour nous faire découvrir le monde. Et c'est vrai que j'ai beaucoup voyagé étant petite avec mes parents. D'accord, vous êtes allée où ? Je suis donc française d'origine guinéenne. Dès l'âge de 7-8 ans, on a fait plusieurs allers-retours entre la France et l'Afrique, puisque mon père était chirurgien à la coopération française et donc il bougeait tout le temps en Afrique. Des allers-retours que j'ai faits, c'est-à-dire qu'on est resté par exemple 2 ans au Cameroun. D'accord. Ensuite on est allé en Côte d'Ivoire. On a fait quelques petits sauts de puce et puis à l'âge de 9 ans, mes parents ont décidé qu'on devait rester en France de façon permanente. Pendant cette période où vous faisiez des allers-retours en Afrique, qu'est-ce que ça vous évoquait en tant que petite fille ? Alors en tant que petite fille, on était assez sécurisés parce que, par exemple, je me rappelle au Cameroun, les gens nous connaissaient bien, on était les filles du docteur, donc on était assez quand même protégés et notre père était quand même assez dynamique. Donc le matin, il nous levait, il nous faisait courir. Et donc les gens dans le quartier, ils s'amusaient plutôt pas mal de voir cet homme qui avait 5 filles derrière lui en train de courir le matin avant d'aller à l'école. Super. Ah oui, non, ça forge le caractère. C'est clair, vous avez 4 sœurs. Où est-ce que vous êtes placée dans la fratrie ? Vous êtes la combientième ? Alors moi, je suis la 4e. Et quel type de caractère vous aviez ? Le caractère se forge au fur et à mesure des choses. Au début, j'étais effacée, et puis après, j'ai essayé de prendre ma place, parce que quand vous êtes dans une fratrie de 5, il faut prendre sa place, sinon... Ouais, il faut s'affirmer, ouais, c'est clair.
Voilà, il faut s'affirmer, sinon vous êtes un peu, on va dire, avalé par le groupe. Si vous deviez vous décrire en 3 mots quand vous étiez petite, ça serait quoi? On va dire tête en l'air, rêveuse, la tête dans les nuages. Et quand vous étiez petite, vous rêviez de devenir quoi? Je rêvais d'être pilote, je rêvais d'être dans les airs. J'étais tout le temps dans la lune, j'étais vraiment habitée. Des fois, j'étais pas dans la phase du présent. Moi, j'étais très attirée par le ciel, les étoiles. Je rêvais beaucoup, 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 et j'étais pas concrète. J'avais vraiment j'avais la tête dans les nuages. Et comment est arrivée cette appétence pour l'aéronautique? Moi, par exemple, j'avais quand même un côté très très masculin dans la mesure où j'aimais Goldorak, par exemple. C'est animé Goldorak m'a marqué. Dans Goldorak, il y avait tous les codes de l'aéronautique. Donc, ce prince venu de l'espace, le prince Actarus, avait sa soucoupe et donc il cherchait les pistes pour combattre les envahisseurs. Donc, il y avait les Macs, parce que des fois, il était en méga Mac au niveau de sa soucoupe. Il y avait donc le taxiway, puisque avant d'aller sur le décollage, il prenait les pistes. Donc, il y avait vraiment tous les codes aéronautique et comme j'étais on va dire amoureuse du prince Actarus parce qu'il avait une grâce inouïe et une élégance et une bienveillance vis-à-vis des terriens, eh bien j'ai été fascinée par Goldorak, par cette soucoupe qui était séparée en deux morceaux et qui s'assemblaient pour porter Goldorak, pour le sustenter justement. Et donc c'est vrai que moi j'ai été fascinée par Goldorak et c'est grâce à Goldorak que j'ai intégré les métiers de l'aéronautique. Et donc on prenait très souvent l'avion. La poussée des réacteurs au décollage, moi, me faisait des sensations dans le corps formidable. Et donc, c'est comme ça que j'ai eu l'envie de savoir ce qu'il y avait sous l'avion. Avant que je connaisse les lois aérodynamiques, c'était une magie, un mystère. Et j'ai été vraiment fascinée par les phases de décollage et d'atterrissage durant mon enfance. Alors, ce qui est un peu paradoxal, c'est que vous vous êtes dirigé vers des études de langue étrangère au départ. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on est, on va dire, sous l'éducation de ses parents, les parents vous dirigent en fait. Et c'est vrai que mon père avait trouvé que j'avais une facilité pour les langues étrangères, à savoir qu'à l'âge de 8 ans, il nous avait inscrits en cours d'anglais. Et j'étais vraiment brillante en anglais, je retenais tout, je parlais beaucoup étant jeune, et je parle toujours autant en ayant mon âge. Mais non, nous on prend plaisir à vous écouter en tout cas. Et voilà. Donc voilà. Et c'est vrai que mon père trouvait que j'avais une facilité d'élocution combinée aux langues. Ils m'ont, on va dire, influencé sur le fait de devenir interprète international dans des organismes onusiens. Et je m'étais convaincue que je pouvais être interprète en langues étrangères. Et vous avez suivi cette voie jusqu'à quand ? Quand est-ce que vous avez eu le déclic ? Le déclic, je l'ai eu quand j'étais en deuxième année de DUG, de langues étrangères appliquées. Mm-hmm. Et parce que j'avais quand même cette passion pour l'aéronautique qui me taraudait, parce que moi, quand je voyais un avion au-dessus de ma tête, j'étais fascinée. J'arrêtais tout et je le regardais. Et donc, je suis allée au culot, c'est-à-dire que je suis allée passer des interviews aux aéroports de Paris, à l'aéroport Charles de Gaulle, au département de centrage des avions, donc tout ce qui est centrage d'avions. Sans avoir eu de background dans l'aéronautique ? Sans avoir eu de background. Et puis, par la suite, j'ai préparé les concours de l'École nationale de l'aviation civile, mais je n'ai pas réussi à intégrer l'école. Mais qu'à cela ne tienne, comme j'avais préparé ces concours-là, Dassault m'a pris au Bourget, Dassault Falcon Service, qui est une filiale de Dassault Aviation. Et donc, parce que j'avais préparé les concours de l'ENAC et que je parlais plusieurs langues, j'ai été prise. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ont ce fameux syndrome de l'imposteur, cette peur de légitimité, et qui se disent que s'ils n'ont pas tel diplôme, ils ne peuvent pas faire tel métier. Et vous, ce ne sont pas des questions que vous êtes posées. J'ai fait quand même l'effort d'aller passer les concours qui sont extrêmement durs. Donc, comme c'est sur concours, beaucoup d'appelés, très peu d'élus. Mais j'ai fait cet effort-là. Je parle 5 langues, dont le finnois, le finlandais. C'est vrai que toute cette combinaison, la préparation des concours, même si je n'ai pas été prise dans cette école, plus les langues étrangères,
plus le fait que j'ai été à Roissy-Charles de Gaulle, ont fait que j'ai pu rentrer chez Dassault Falcon Service. Super. Je voudrais juste revenir sur la période pendant laquelle vos parents voulaient que vous suiviez les langues étrangères. Quand vous avez décidé d'aller vers l'aéronautique, quelle a été leur réaction? Ça s'est bien passé parce que mes parents, ils sont assez, du moment qu'on réussit dans la voie que l'on a choisie et qui est une voie noble, hein, parce ils voulaient absolument pas qu'on dégénère, ils respectaient. C'est juste parce que les parents, quand vous savez pas tellement ce que vous voulez faire, ils vous orientent au démarrage. Mais après, dès que vous dites, non, finalement c'est l'aéronautique, ils ont dit, ok. Oui, plus l'aéronautique, ça fait classe, quoi. Donc ça va, il y a pire. Ça fait classe. Mon père était chirurgien, ma mère sage-femme. Ils étaient extrêmement exigeants, donc il fallait vraiment des métiers qui soient à leurs yeux, on va dire prestigieux, parce qu'il faut savoir qu'en Afrique, la réputation de la famille est très importante. Complètement, très clair. Du coup, vous intégrez Dassault Falcon Service. C'est la première fois que vous travaillez dans l'aéronautique. Quelles ont été vos premières impressions quand vous êtes arrivée? C'est vrai que quand moi je suis arrivée chez Dassault Falcon Service, j'étais la seule noire. Donc c'est vrai, on était 1500 sur le site aéroportuaire là, dans l'enceinte de Dassault. Mmh. Ensuite, j'ai vu qu'il y avait un mécano qui était noir. On était les deux seuls noirs et un prestataire extérieur noir. Donc c'était vraiment la proportion des noirs était vraiment minime. Donc la seule femme noire dans un département technique, c'était assez difficile à vivre parce que on me faisait pas de cadeaux, mais à la limite tant mieux, parce que le premier jour où je suis arrivée, on m'a dit voilà, t'as vu l'avion là qui est au fond du hangar, c'est toi qui vas le gérer. Voilà les papiers, voilà. Donc je connaissais rien du tout. On m'a mis un senior pour m'encadrer et j'ai dû me débrouiller et comprendre de moi-même. Alors que j'avais jamais ouvert un livre technique d'avion. Et vous êtes resté combien de temps chez Dassault? Alors moi, je suis restée 1 an chez Dassault et ça a été une très très bonne école parce que moi, je suis arrivée la première fois, je me rappelle, je suis arrivée en talons. D'accord. Vous savez ce que ça fait les talons dans un hangar, ça claque. Oui, j'imagine. Donc j'étais ridicule et je dérangeais les mécanos à chaque fois que je passais dans le hangar puisqu'ils étaient concentrés sur leurs avions, ils entendaient clac, clac, clac. Et donc ça vous met tout de suite au pas parce que en plus vous pouvez pas monter dans l'avion parce que vous allez trouver les planchers et donc ça vous apprend en fait le métier quoi. Donc j'ai plus jamais mis de talons dans le hangar ou pour aller gérer des avions parce que ça fait pas professionnel. Hein. Et donc ça a été une très bonne école parce que on m'a pas fait de cadeau et c'était soit je m'adaptais, soit je mourais quoi. Ou soit je partais. Quand vous dites qu'on ne vous a pas fait de cadeau, ça se traduisait comment concrètement? Des injustices quand même. Hein. C'est vrai que dans toute ma carrière aéronautique, ni Dassault, ni les centres de maintenance d'avions dans lesquels je suis passée n'ont voulu mettre de l'argent pour moi pour me former. Donc je suis une autodidacte. J'ai tout appris de moi-même. C'est-à-dire que mes collègues masculins allaient en formation. Mais moi, je n'étais pas digne de la formation et je sais que chez Dassault, il y a eu un gentil collègue qui, en sortant de formation, m'a donné ses bouquins pour que je puisse potasser moi et monter en gamme au niveau technique, quoi. Donc ça, c'est vrai que c'était très injuste. Ouais, en fait, vous avez vraiment tout appris par vous-même, quoi. Ah, moi, je suis une autodidacte et je dirais que les autodidactes sont ceux qui ont le plus d'imagination. Très rares sont ceux qui créent leur propre société dans l'ingénierie de la maintenance aéronautique. Et suite à ça, vous êtes parti en Suisse? Après, j'ai été analyste de maintenance aéronautique pendant 2 ans et ensuite, ils sont venus me chercher. Et donc là, j'ai été chef de flotte, donc chef de projet sur avion. C'est vrai que c'était encore différent les Suisses. Hein. C'était intense, beaucoup d'avions à gérer, beaucoup d'avions à sortir. Je gérais des flottes d'avions assez conséquentes. On travaillait énormément, vraiment. Qu'est-ce qui a motivé ce départ en Suisse? Ah je gagnais extrêmement bien ma vie. Hein. Ah oui, c'est vrai. En Suisse, j'imagine, ouais. Ah oui, en Suisse, je n'ose pas les dire parce que ça... Non, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas le but. Et c'était comment chez les Suisses? Alors, les Suisses ne réagissent pas comme les Français. Là, actuellement, par exemple, je suis installée au Canada. Il faut à chaque fois avoir un caractère assez universel et assez souple pour s'adapter, on va dire, à la mentalité des pays. C'est à nous de nous adapter et non pas au pays de s'adapter à nous.
Donc du coup, moi, j'ai fait ma place. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas une victime. Hein. C'est-à-dire que quand j'arrive, je suis une femme noire. Les hommes se moquent un peu, me manquent de respect. Mais je remets tout le monde, je recadre tout le monde dès le départ. Pour ça, je ne me fais pas de soucis. Je pense qu'on a tous eu un jour ce type de remarques en tant que minorité, hein. Minorité femme, minorité noire et j'en passe. Quand on vous fait ce type de remarques désobligeantes, comment vous réagissez ? Non, moi je rigole beaucoup. Moi, sincèrement, l'humour est une arme de distanciation par rapport aux situations. Moi, je rigole beaucoup quand j'approche un avion. Il y a des années, quand j'approchais les avions, on me tendait la poubelle de l'avion en me disant quand est-ce que vous nettoyez l'avion ? Je disais non, je suis pas là pour nettoyer l'avion, je suis là pour parler au commandant de bord, pour prendre en charge techniquement l'avion. La première personne que je vois, c'est l'hôtesse. Donc effectivement, elle est assez étonnée, mais j'en rigole. En fait, on peut rigoler de ces situations-là quand on a dépassé justement toutes ces injustices, toutes ces voilà. Ce sont pas les critiques qui doivent déterminer qui nous sommes, mais c'est notre façon de réagir face aux difficultés et aux personnes. Donc voilà. Le tout, c'est de rester authentique. C'est-à-dire que moi, ma force, c'est l'authenticité. Je suis la même dans toutes circonstances. Et ça, cette on va dire continuité de personnalité, c'est ma posture. Donc je suis normale, naturelle en toutes circonstances, et c'est ce qui permet en fait de faire face aux difficultés. Clairement, rester authentique, c'est une valeur sûre. Pour revenir sur votre fonction en Suisse, qu'est-ce que ça vous a apporté comparé à votre ancien poste en France ? Ça m'a permis quand même d'avoir une connaissance technique plus large, puisqu'à la fin, j'avais une connaissance technique sur plusieurs types d'avions, PC-12, les Airbus, Boeing. Donc la culture technique était conséquente. D'accord. Et à cette époque, quel était votre état d'esprit par rapport à votre carrière ? Est-ce que vous aviez une vision claire de là où vous vouliez aller ? Non, pas du tout. Moi, j'étais vraiment dans l'opérationnel. J'étais tellement noyée dans le travail que je pouvais pas réfléchir, quoi. Donc, c'était des rythmes intenses, énormes. Assez usants. Quand vous gérez des avions, quand vous livrez des avions, c'est vraiment usant. Et donc, c'est vrai que non, j'avais pas le temps de réfléchir. Donc, voilà, fallait y aller. C'est beaucoup de problèmes, hein, la gestion d'un aéronef. En plus, quand vous gérez des flottes, les problèmes sont multipliés. C'est beaucoup de stress. Donc, du coup, non, j'avais même pas le temps de réfléchir. Vous aviez quel âge ? Moi, j'avais 38, 40 ans. Alors moi, j'aimerais juste faire un petit aparté de curiosité. J'aime bien tout comprendre. On prend l'avion souvent, plus en ce moment, mais on ne se rend pas forcément compte de l'envers du décor du secteur aéronautique. On prend notre avion, on atterrit et la vie est belle, quoi. Vous êtes dans l'arrière-boutique. Tout à l'heure, vous parlez de rédiger des contrats, de gérer une flotte. Concrètement, comment ça se passe ? Concrètement, c'est le directeur technique de l'avion vous donne un bon de commande en disant voilà, il y a ça à faire dans mon avion, sur mon avion. Alors donc du coup moi je prends le bon de commande, je prépare tout ce qu'il y a à faire sur l'avion, donc je sors les cartes de travail des techniciens avec les procédures, je commande les pièces qui vont bien, je commande les consommables des pièces qui vont bien. Il faut pas que je me trompe, bien sûr. Je fais les prix au client pour qu'il accepte le devis. Ensuite, une fois qu'il a accepté le devis, donc je mets toute la machine en route. Et ensuite, je conduis le chantier. Je fais une réunion de chantier avec le chef mécanicien de l'avion qui va gérer les mécaniciens qui vont travailler sur l'avion. Et moi, je vais gérer l'ensemble de tout ça pour faire le trait d'union entre la technique dans le hangar et le client. Voilà. On est 2 chefs de projet à gérer l'avion et donc il faut que moi je surveille que les mécaniciens ne travaillent pas plus que la tâche que moi j'ai vendue. Il faut que je m'assure que le chantier sorte à l'heure. Il faut que je comprenne bien ce que le chef avion me dit, que moi je le retranscrive au client. Donc, si je comprends bien, il faut savoir anticiper les choses et être très organisé. Il faut à la fois être technique, organisé, voir les problèmes, anticiper les problèmes, appeler les constructeurs quand c'est nécessaire, dans les recherches de panne. Enfin, vraiment, c'est voilà, et faire en sorte que le chef avion il se consacre juste à la mécanique. Tout le reste, le chef de projet doit le prendre en main. Merci pour ces clarifications, que ce soit pour moi ou pour les auditeurs. Ça permet de mieux comprendre tous les aspects qu'il y a derrière, parce que nous, vraiment, on les voit pas. Hein. Vous restez combien de temps en Suisse ? Alors, 13 ans, je suis restée en Suisse. Quels ont été les principaux enseignements que vous avez tirés de cette expérience en Suisse qui vous servent aujourd'hui ? Alors, peut-être les outils de PNL, c'est-à-dire que pour être adapté à la situation, il faut observer l'autre pour s'ajuster par rapport à la façon dont il nous perçoit.
tout en ne se dénaturant pas. C'est-à-dire que moi, quand je suis en face d'un Suisse, c'est comme une prise universelle, hein. Je ne vais pas détonner. Le tout, c'est de ne pas détonner. Moi, j'ai vécu en Finlande, à Helsinki, j'ai vécu au Québec, j'ai vécu à Genève, en France. Partout où je vais, je ne détonne pas. Quand je vais voir un client en Hongrie, il est hongrois, eh bien, ma façon d'être fait que je ne le brusque pas parce que je l'observe et je m'ajuste en fonction de la personne que j'ai en face. Bien sûr. Mais tout en étant naturel. C'est-à-dire que j'ajuste ma voix parce que des fois, nous les Français, comme on a une très grande confiance en nous, on a une voix qui porte fort, donc il faut des fois moduler sa voix, il faut parler beaucoup plus lentement, voilà, l'observation, c'est la clé. Après 13 ans, vous êtes partie de la Suisse. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors oui, je suis partie de la Suisse parce que je travaillais à l'époque chez Ruag Aviation, qui était à moitié détenue par la Confédération suisse, donc le gouvernement suisse, et une partie était côté Allemagne. Donc j'avais des supérieurs hiérarchiques allemands, donc extrêmement virils et extrêmement machos, qui ne supportaient pas qu'on leur dise la vérité. Or, moi, je dis toujours la vérité quand elle est complètement alignée avec moi-même. C'est-à-dire que je leur ai dit ce que je pensais clairement et j'ai été virée. Ah oui. Ouais, voilà. Du jour au lendemain, on m'a dit comme tu as dit ça, eh bien, tu t'en vas. Et puis en Suisse, c'est pas comme en France, hein. Tu pars, c'est en 5 minutes, tu dois rassembler tes affaires, ton ordinateur est verrouillé, t'as plus accès à rien, voilà. Donc, moi, je me suis pas laissée démonter. Donc, je suis allée voir le vice-président qui m'avait licenciée. Là, j'ai dit, je veux juste savoir avant de partir pourquoi. On m'a dit, c'est parce que tu as dit ci, ça, ça. Je dis, ok, très bien. Et le soir même, quand je suis rentrée chez moi, c'était le jour de mon anniversaire en plus. Donc, en plus. C'était un excellent cadeau. Et puis, en rentrant chez moi, donc j'explique la situation à ma sœur qui me dit, écoute, tu as 42 ans, pourquoi tu monterais pas ta boîte? Si tu veux, on le fait ensemble. Le soir même, je montais Keita Systems et le soir même, je concevais le premier portail de gestion de maintenance d'aéronefs à distance au monde. Ah oui, ok. En fait, on s'aperçoit que c'est un mal pour un bien et c'était un passage obligé. C'est fou parce que souvent, quand on vit ce genre d'expérience, on peut avoir tendance à se morfondre, à se poser des questions existentielles, à paniquer. Oui. Et vous, comment ça se fait que vous étiez sur pied directement? Comment ça s'explique? En fait, je me suis aperçue quand il m'a virée que j'en avais ras-le-bol d'être toujours assujettie aux décisions des hommes qui sont parfois très injustes vis-à-vis des femmes. Et puis moi, je cumulais les avatars, c'est-à-dire que je suis femme, noire, et j'en avais plus qu'assez de tout ça. Et je me suis dit, autant être tributaire de mes propres choix et mes propres décisions, puisque de toute façon, j'appréhende la gestion de la maintenance différemment par rapport à mes homologues masculins. Donc, moi, je vois les choses d'une autre façon pour gérer un avion. Vous évoluez dans un milieu qui est très élitiste et masculin, faut le dire. Dans quelle situation être une femme est un avantage? J'espère qu'il y en a quand même. Ça m'a longtemps desservi, hein, je dis la vérité. Et puis après, ça m'a servi. Par exemple, quand je livrais des avions au pilote, quand je faisais le tour de l'avion avec le pilote pour lui expliquer ce qu'on avait modifié sur son avion, etc., je me suis aperçue, en fait, de la solitude du pilote. J'ai beaucoup appris avec les pilotes. Moi. J'ai beaucoup appris sur leurs difficultés, j'ai beaucoup appris sur leur fragilité des fois, parce que ce sont des hommes et qu'on oublie. Donc moi, j'étais assez sécurisante et maternante avec eux, et je me suis aperçue que c'est un plus pour une femme de livrer un avion à un pilote, parce qu'il s'épanche plus, parce qu'il pose plus de questions, parce que il se sent pas en danger dans sa virilité de dire ça je ne sais pas, ça j'ai pas compris. Est-ce que tu peux me réexpliquer? Donc, en fait, on s'aperçoit que le fait d'être une femme, des fois, permet aux hommes de ne plus être, on va dire... Oui, de lâcher prise un peu. De lâcher prise. Et ça, c'est vraiment hyper important. Et j'ai beaucoup appris des pilotes, ce qui fait que quand je livre un avion à un pilote, je lui explique tout ce que j'ai fait sur l'avion avec mon équipe pour le sécuriser, parce que ça reste des pères de famille aussi. Donc voilà, je suis très, très maternante avec les pilotes. Ça, j'ai appris. Ça a été positif, peut-être maintenant, par hasard, suite à une interview, les gens disent « Waouh, elle faisait ça », alors que je n'ai jamais pensé à me médiatiser. C'est maintenant que je vois que ça peut être une force, mais j'ai 51 ans. Ouais, pour le coup, c'est clairement une force. Et par rapport à Keita Systems, vous saviez que vous aviez une valeur ajoutée à apporter au marché, en fait. Absolument.
Parce que moi, du fait d'avoir été autodidacte, du fait qu'on ne m'ait jamais permis d'aller en formation parce qu'on voulait me montrer que j'étais pas faite pour ce secteur-là, les gens voulaient que je lâche, et ça m'a renforcée, j'ai appris encore plus de choses que les cours classiques en fait. Tout à fait. Donc vous lancez Keita Systems, vous devenez du coup une entrepreneur et plus salariée. Qu'est-ce qui a été difficile? Qu'est-ce qui vous a heurté au départ? Rien du tout, parce que quand vous gérez techniquement des avions, vous avez un sang-froid sans faille. Donc moi, ça m'a pas fait peur, et au contraire, j'ai trouvé cette aventure intéressante, parce que je me suis dit, là, je ne vais plus me limiter à quoi que ce soit, puisque je n'ai plus de hiérarchie. Je peux laisser libre cours à mon imagination. Rappelez-vous qu'étant petite, je m'évadais énormément. Et donc, je me suis remise dans cette vibration-là, à rêver grand. Et c'est comme ça que j'ai créé le premier portail de suivi de maintenance au monde, de gestion d'avion, que l'on fait par le téléphone. Cette imagination que mes parents n'arrivaient pas à canaliser quand j'étais petite m'a beaucoup servi dans l'entrepreneuriat, parce que c'est vraiment l'imagination qui fait la différence. Et les entrepreneurs qui durent doivent avoir des qualités humaines, de résilience, de persévérance et de spiritualité. Parce que chaque étape de difficulté est faite pour être transcendée et est faite pour se renforcer. Vous avez lancé votre entreprise en 2011, c'est ça? En France, on a créé notre société en 2011. On a toujours notre siège social en France et on continue avec nos activités européennes avec notre siège social à Nantes en France. Et on a créé en 2019 notre filiale québécoise, en juillet 2019. Et moi, je viens de m'installer depuis le mois de janvier à Québec pour monter ma filiale. Donc, vous créez votre société avec votre sœur. Souvent, on dit que c'est risqué de s'associer avec sa famille, etc. Pour vous, comment ça se passe? À nous, c'est un ballet qui est très bien exécuté, parce que il faut savoir que j'aurais pas pu avoir meilleur associé. Parce que dans les difficultés, j'ai toujours pu compter sur ma sœur et mon beau-frère d'ailleurs, parce que ils ont cru dans le projet de Keita Systems. Elle est quand même diplômée d'HEC, elle est docteur en médecine, elle est cosmétologue, elle a elle-même une société de cosmétiques bio. Donc elle a vraiment une expérience plus de 15 ans en gouvernance d'entreprise. Donc on a des liens spéciaux, ce qui fait que ça renforce encore cette solidarité. Et puis il faut pas oublier que on a mis notre nom comme notre nom de société. Donc c'est le nom de notre papa qui s'appelle Abdoulaye Keita, et c'est très important pour nous de ne pas, on va dire, lui faire honte. À partir du moment où vous mettez votre nom sur votre société, vous pouvez pas laisser tomber, parce que c'est votre nom. Et donc dans les moments les plus difficiles, on s'est accroché. Parce que c'est notre nom. Keita Systems, c'est le nom de notre papa, c'est le nom de toute notre famille. Donc on a une responsabilité, on va dire, éthique et morale. C'est pour ça qu'on fait les choses avec beaucoup d'éthique, pour justement ne pas être pris en défaut, ne pas faire honte à nos parents, à notre famille et à notre papa surtout. Ce sont les valeurs qui vous font tenir. Si vous n'avez pas de valeurs, vous pouvez déraper. Mais par contre, si vous avez des valeurs, vous vous en sortez. Et c'est pour ça que un de mes héros, c'est Churchill, qui dit le succès, c'est une succession d'échecs sans jamais perdre son enthousiasme. C'est-à-dire qu'il faut toujours tenir face aux difficultés, parce que à un moment donné, il y a une porte qui s'ouvre. Mais si vous n'avez pas tenu, vous ne pourrez pas savoir ça. Et la résilience face aux difficultés vous développe des qualités humaines incomparables. C'est dans les difficultés qu'on se transforme à la fois humainement et professionnellement, et qu'on trouve des solutions pérennes pour justement aller de l'avant. C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'effectivement, le fait d'avoir des valeurs et une vision claire, ça permet aussi de mieux fédérer pour aller vers la même direction, quoi. Absolument. On remet toujours l'humain au sein de la société. Chez nous, l'humain, ça compte énormément. Et comment vous répartissez les rôles avec votre sœur? Alors déjà, pour être efficace, il faut assurer la pérennité de l'entreprise. Donc nous, on a mis des contre-pouvoirs très forts. C'est-à-dire que comme moi, je suis technico-commercial, donc je vais pour vendre l'expertise de la société, je n'ai pas accès à l'argent, par exemple. Je ne peux pas ni signer de chèque, ni sortir d'argent de la banque. Du coup, les clients ou les prestataires ne peuvent pas me mettre la pression, puisque j'ai pas accès à l'argent. L'argent, c'est mon associé qui est là pour la gérance de l'entreprise, toute la partie administrative, contractuelle, etc. Et moi, toute la partie engineering, commerciale. Donc, les contre-pouvoirs, il faut toujours, toutes les sociétés qui périclitent, c'est quand on a peur de dire non au patron.
quand il prend des choix désastreux. Donc il faut toujours avoir des contre-pouvoirs très forts où il y a quelqu'un qui dit non à un moment donné, parce que un entrepreneur peut très bien se tromper. Donc il faut pouvoir avoir ces contre-pouvoirs. Et comment les rôles sont répartis en fonction des compétences de chacune. Donc moi, ma sœur, elle est médecin, elle est diplômée d'HEC en haute finance d'entreprise. Donc forcément, elle sait mieux gérer l'argent que moi, alors que moi, voilà, j'ai tout un parcours technique qui me permet de bien vendre les services de qualité. Donc là, on est en 2011-2012. Vous avez lancé votre entreprise. Comment vous avez obtenu votre premier client? Ah oui, notre premier client, en fait, dans l'aviation, ça marche par cooptation. Okay. C'est-à-dire que les gens ne vous donnent pas de travail s'ils ne vous connaissent pas. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un milieu qui est extrêmement fermé, et si vous n'avez pas le réseau, c'est même pas la peine d'y rentrer, et ça ne marche pas. Donc c'est un ancien client à moi que j'avais quand j'étais en Suisse, qui me connaissait, qui m'a donné un travail d'inspection d'avions dans le cadre d'achat et de vente d'aéronefs. C'était un Cessna, je me rappelle très bien, je me rappelle plus quel type, j'en ai fait tellement que je me rappelle plus. C'était pour inspecter un Cessna, c'était à l'aéroport du Bourget. Donc là, vous obtenez votre premier client. Est-ce qu'il y a un moment où vous sentiez que vous étiez sur la bonne voie? On s'est jamais dit ça, parce que être entrepreneur, c'est toujours risqué, faut toujours veiller à plein de choses. Donc je pense pas qu'un entrepreneur va se dire tout le temps ça marche. On est toujours vigilant. On est tellement occupé à être vigilant qu'on a du mal à se dire que ça marche. Vous voyez ce que je veux dire? Complètement. Donc voilà, on se dit plus ou moins on est sur les rails ou on n'est pas sur les rails. C'est plutôt dans ce sens-là qu'on fonctionne en fait. Et qu'est-ce qui vous fait dire que vous êtes sur les rails? Quand les contrats sont récurrents, par exemple, quand on a vendu notre licence à la Confédération suisse, qui est quand même le gouvernement suisse, un des centres de maintenance d'ailleurs pour lequel je travaillais avant, le même centre de maintenance qui m'a mise à la porte, est devenu un client. Comme quoi, ils ont été les premiers à acheter la licence de notre portail de maintenance d'aéronefs. Pour le copier, mais certes, mais ils l'ont acheté quand même. Le secret, c'est quoi? Le secret, c'est de partir proprement d'une société parce que vous ne savez jamais comment les choses elles peuvent tourner. Moi, quand je suis partie de chez Rouag Aviation, bien que j'étais licenciée, j'ai remercié tout le monde, j'ai dit au revoir à tous mes collègues, j'ai nettoyé mon bureau, mon ordinateur, j'ai laissé mon bureau impeccable. Idem chez Dassault Falcon Service. Quand je suis partie, mon bureau était impeccable, j'ai dit au revoir. Les gens ont vu que je n'avais aucune rancune. Je suis partie en me disant, voilà. Et ça, c'est très important. Faut pas se venger, faut partir dignement. Je suis complètement en phase. Et vous dites qu'ils vous ont acheté ce portail pour le copier. Comment est-ce que vous vous protégez par rapport à ça? On lance des leurres sur le marché, ce qui fait que les gens se lancent sur les leurs et nous, ça nous donne une avance technologique et on dévoile nos innovations. On laisse 3 à 4 innovations d'avance. Si on est à l'innovation 4, on va dévoiler l'innovation 1. D'accord, très clair. Comment vous faites pour stimuler votre créativité pour trouver ces innovations? Ça doit pas être simple, je pense, non? C'est mon parcours technique qui me permet d'identifier tout ce qui manque au niveau technique dans l'aéronautique. Donc, je me positionne toujours sur une niche. Les vides, on va dire, les vides juridiques, entre guillemets, techniques. Là, je me positionne et je me dis, tiens, il y a un manque là-dessus. Je vais travailler là-dessus. Je vais écrire le cahier des charges et mes développeurs le développent. Vous comptez aussi Dassault parmi votre portefeuille client. Est-ce que ça a été facile de les avoir? Dans l'aviation, vous pouvez pas travailler si vous n'êtes pas connu. Donc, Dassault Falcon Service me connaissait mon caractère impétueux. Et il y en avait qui voulaient pas que je revienne d'ailleurs, mais j'ai eu la chance d'avoir une fille qui a cru en moi, qui m'a testé, qui a dit je laisse la chance parmi les fournisseurs et puis elle a été convaincue suite à l'audit et elle nous a référencés comme sous-traitants. Et moi je suis très très fière parce qu'à chaque fois elle nous appelle. C'est vrai que les anciens de Dassault ont validé le fait que je revienne en tant que sous-traitant. Après, le fait d'avoir laissé une belle trace, ça peut aider aussi. Je sais pas si j'ai laissé une belle trace, Ah oui, pourquoi? Je sais pas si j'ai laissé une belle trace parce que comme je me défendais, les gens disaient que j'étais, vindicative. Mais j'étais vindicative parce que je souffrais énormément des injustices. Donc comme je me laissais pas faire, vous savez, à partir du moment où vous ne vous laissez pas faire, les gens disent elle fait des histoires, elle est vindicative, mais c'est parce que on vous met dans une situation de stress intense que vous en êtes rendu là. Action-réaction. Bien sûr. Et c'est pour ça que j'ai eu des freins pour revenir en tant que sous-traitant, en tant
qu'inspecteur avion dans le cadre d'achat et de vente d'aéronefs, sous-traitant de Dassault Falcon Service au Bourget. J'ai eu du mal à revenir. Mais on m'a fait confiance et je suis revenue et actuellement, nous sommes référencés et on en est très fiers. D'ailleurs, je ne vous ai pas demandé en amont, mais comment vous est venue l'idée de lancer cet outil pour surveiller les travaux de maintenance ? En fait, ça a été dès le départ de la société en 2011. Je l'ai créé tout simplement parce que j'ai oublié une fois une tâche de maintenance sur un avion. J'ai dû rappeler l'avion, donc c'était la honte. Et je me suis dit plus jamais ça va m'arriver et c'est pour ça que j'ai créé le portail de maintenance qui est très sécuritaire. J'ai créé cet outil à la base pour moi m'aider à gérer la maintenance et à ne pas oublier une tâche sur un avion. C'est un outil qui vous permet d'avoir une vue 360, c'est ça ? Exactement. C'est un outil qui permet de ne pas oublier de gérer de façon optimale le suivi de chantier d'avion. Parce qu'aujourd'hui, c'est fait avec les mails, Excel, Word, avec tous les outils OpenOffice, et ce qui fait que l'information se dilue. Et tout est concentré au même endroit, on n'oublie rien. Et selon vous, quels sont les gros challenges dans ce secteur ? C'est un secteur qui est en train de croître. Il y a malheureusement de la pénurie de main-d'œuvre partout dans le monde au niveau des techniciens. Le challenge dans ce métier-là, c'est de rester toujours au top. Rester au top, la régularité. Nous, dans notre cas, c'est toujours garder l'avance technologique et ne pas se faire voler nos idées. On est extrêmement espionnés et épiés parce que les gens veulent nous prendre nos idées. Donc là où je vais passer sur les questions usuelles du podcast que j'appelle le tamis de Gatémery. Vous savez, on dit que l'entrepreneuriat n'est pas une promenade de santé. Est-ce que vous pouvez me parler de moments de doute ou de difficultés que vous avez connus et me dire comment vous les avez surmontés ? Alors, les moments de doute, c'est quand il n'y a pas assez de contrats qui rentrent dans la société. Et là, c'est vraiment extrêmement dur. J'ai pu passer l'étape de découragement des fois parce que ma sœur me disait t'es rendu trop loin, on est rendu trop loin, on ne peut pas arrêter, on doit continuer. Et le fait de ne pas être seul dans cette aventure, c'est comme ça que j'ai surmonté. Oui, c'est vrai que quand on est en duo ou en groupe, c'est très rare que toutes les personnes aient un coup de mou en même temps, quoi. Voilà, exactement. Il y en a toujours un qui est là pour relever l'autre. Ça, c'est vrai. Et dans notre cas, ça a été le cas. Et c'est vrai que le fait d'avoir ma sœur, mon beau-frère derrière moi, mes parents, la meilleure amie de ma maman, ma famille était derrière moi. Est-ce que vous avez des routines que vous faites tous les jours ? Pas du tout. Moi, je suis une fille, tous les jours est différent. Selon comment je me lève, j'attaque par tel côté ou par tel côté. Non, je suis pas une fille de routine, non. Super. Je suppose que vos journées ne se ressemblent pas. Mais est-ce que vous pouvez me décrire une journée type de là-haut ? En fait, moi, je me lève assez tôt. Ça peut être 6h, 7h. Comme je suis sur 2 fuseaux horaires différents, l'Europe, l'Amérique du Nord, le Québec, entre autres. Donc, le matin, je m'organise pour faire toutes les tâches au niveau européen, on va dire. Et ensuite, à partir de 9h, 10h, j'arrive au bureau côté Québec. Et là, je gère côté nord-américain, les tâches à faire. Ensuite, vers 18h, par là, ou 17, 18h, je pars du bureau, je rentre chez moi, je prends une douche. Et là, je dîne. Ici, on dit on soupe. Oui. Je soupe et je recommence à travailler de façon beaucoup plus calme vers 20h30, 21h jusqu'à minuit. Ok. Et là, vous travaillez sur des sujets beaucoup plus... Sur d'autres sujets où là, je sais que je suis pas dérangée. Voilà. Ouais, le fameux deep work, comme on l'appelle. Exactement. Donc, en fait, je m'arrête de travailler pas beaucoup d'heures. Oui, en fait, vous travaillez tout le temps. Je travaille tout le temps. Voilà, tout à fait. Mais c'est un plaisir parce que c'est ma société et que je suis dans le domaine d'activité que j'aime. Je vois pas le temps passer. Mais c'est ce que disait Confucius. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. C'est exactement ce qui m'arrive, c'est vrai. Est-ce que vous pouvez me partager un livre qui vous a marqué et me dire pourquoi il vous a marqué ? Le top one, moi, ça a été Ainsi parlait Zarathustra. Nietzsche, donc complexe, Nietzsche. Très complexe. Mais il y a un chapitre qui m'a plu qui s'appelle Les chairs de vertu et qui m'a beaucoup marqué dans la philosophie, dans notre évolution en fait en tant qu'homme, en tant qu'individu. Oui, j'ai beaucoup aimé. Encore une fois, je suis une partisane d'avoir un esprit sain dans un corps sain. Est-ce que vous avez des activités sportives que vous faites ? Oui.
Absolument. Moi, par exemple, pour aller au bureau le matin, j'ai 25 minutes de marche et puis je mets des poids aux pieds. Ah bon? Oui, absolument. À l'intérieur de mes bottes parce que justement, ça alourdit et ça fait du sport. Donc, je marche 25 minutes et le soir, 25 minutes, je prends pas de voiture. Intéressant. Là, c'est parce que j'ai perdu ma roue de 5 kilos. 5 kilos? Non. Oui, absolument. Je marche normalement avec une roue de 5 kilos dans un sac à dos et 500 grammes à chaque pied. Ça fait 6 kilos. Et je gaine mon ventre, pour marcher, voilà, et pas me faire mal au dos avec la roue de 5 kilos. Alors en ce moment, j'ai pas la roue de 5 kilos parce que j'ai oublié mon sac et je ne l'ai plus retrouvé, mais j'ai gardé mes poids aux pieds. Donc oui, je fais ça. J'ai fait beaucoup de sport dans ma vie, c'est vrai. Ouais. Je suis une assidue du sport parce que sinon on tient pas. Et donc oui, je fais du sport. Pour tenir, il faut vraiment faire du sport. Dans votre parcours, est-ce qu'il y a eu une chose qui au départ vous semblait difficile, mais qui au final s'est avéré être simple? Eh ben justement, pour venir à Québec, là, il fallait que je fasse un plan d'affaires. Mais un business plan aussi chiffré, mais c'est un truc qui est colossal. Et là, je me suis dit, waouh, je vais jamais y arriver, parce que j'ai mis 6 mois à le faire, parce que c'était jamais bon. Et le Québec International me renvoyait toujours à ma copie en disant, ben non, ça va pas. Et là, franchement, j'ai dit vraiment, là, je vais pas y arriver. Mais au final, vous l'avez fait. Ah oui, parce que je ne lâche jamais rien. Le secret, c'est de ne jamais rien lâcher. Et quand on n'y arrive pas, c'est de changer d'angle, de s'y prendre différemment, mais ne jamais lâcher. Quel est le meilleur conseil qu'on vous ait donné? Le meilleur conseil qu'on m'a donné, c'est mon père qui me l'a donné étant toute petite. C'était la justesse et la précision. Ça, c'est quelque chose d'hyper important dans la vie. La justesse des mots. Les anciens en Afrique disent « la magie est dans ta bouche, le pouvoir, la magie est dans ta bouche ». Donc, avoir toujours une parole impeccable, juste, ne pas se contenter de l'à peu près, aller chercher, vérifier l'information. C'est hyper important, d'autant plus dans l'aéronautique. Donc ça, mon père, il m'a donné ça. La justesse, la précision et la préparation. C'est-à-dire que quand vous allez en rendez-vous, vous devez connaître votre sujet, pas tout connaître, mais connaître votre sujet. Vous devez vous préparer, vous devez connaître vos dossiers et ensuite vous dérouler. Pas d'improvisation. Ça, c'est hyper important. Qu'est-ce qui vous fait progresser de manière personnelle? Ce qui me fait progresser de manière personnelle, c'est mon éthique de vie. Ne pas voler, ne pas mentir, en tout cas du moins possible, parce que il arrive que l'on puisse mentir par protection. Donc mentir le moins possible, ne pas voler et être droite. D'accord, c'est ça qui vous fait progresser. Ouais, la droiture et la dignité. C'est ça la marque de fabrique, parce que ce que les gens voient si les gens sont malhonnêtes ou pas. Bien sûr. On vous achète pas ni un produit ni un service technique si les gens voient que vous êtes malhonnête et que vous dites que vous êtes inspecteur avion, ce qui est mon métier, mais vous inspectez que la moitié de l'avion. Et ça, c'est hyper dangereux. Quel est votre moteur? Qu'est-ce qui vous fait lever du lit le matin? Moi, ce qui me drive, c'est aider ma famille et aider les gens que j'aime, parce que j'ai beaucoup d'empathie. Si les gens autour de moi sont bien, je suis bien. Si les gens autour de moi sont mal, je suis un peu... Voilà, moi, je suis pas mal par rapport à moi, je suis mal par rapport à mon entourage immédiat. J'aime aider les gens, ça, c'est mon moteur. Et comment vous appliquez ça dans votre métier? Le fait de gérer la sécurité des gens, de les protéger, c'est ça? Oui, je protège les gens. Je l'applique dans mon travail. C'est-à-dire que quand je vais inspecter un avion, par exemple, moi, je suis sous-traitante de Dassault Falcon Service pour les inspections dans le cadre d'achat et de revente d'aéronefs. Donc, je viens au nom de Dassault pour inspecter les avions des clients de Dassault. Eh bien, je leur dis, mais expliquez-moi ça. Donnez-moi la réponse avant de faire mon rapport définitif à Dassault. C'est-à-dire que je leur laisse le temps. Je les humilie pas. J'envoie pas tout de suite un rapport à Dassault en disant il a pas fait ci, il a pas fait ça. C'est important de ne pas humilier, de laisser une porte de sortie, d'être attentif et de comprendre, parce que une fois que vous laissez cette respiration, le client il se dit mais en fait elle est hyper gentille, j'ai qu'à chercher l'information, elle attend et elle fait autre chose plutôt que un collègue qui va venir qui va dire vous avez pas ça, bah tant pis, je le marque sur le rapport. Non, ça ne sert à rien. Oui, de créer un environnement de confiance et de bienveillance. De bienveillance parce que on arrive à un âge où on n'a plus rien à prouver. Ça, ce sont des travers que l'on peut avoir quand on a 20, 30 ans parce que on veut s'affirmer, on cherche une posture. Mais quand on arrive à des âges de 40, 50 ans, on n'a plus rien à prouver, donc on n'a pas à
à casser les gens, on n'a pas à les humilier. Enfin bon, même moi à 20 ans, je faisais pas ça. Donc Oui, c'est ce que j'allais dire. Même à 20 ans, on n'est pas obligé de faire ça pour réussir, quoi. voilà, mais c'est vraiment ça. Donc moi, je suis empathique et bienveillante. Qu'est-ce que la réussite pour vous? Ma définition de la réussite, c'est d'être alignée par rapport à moi-même. Parce que le plus grand défi sur Terre, c'est de se parler vrai à soi-même, dépasser ses difficultés intérieures, et c'est soi avec soi. Donc pour moi, la réussite, c'est quand le contentement à l'intérieur de moi est vrai, je dis bon, là j'ai réussi. Très joli. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Quelque chose qui vous tient à cœur et qu'on n'a pas pu évoquer? Moi, je dirais de rêver grand et d'avoir une parole impeccable. C'est-à-dire que avec une parole, on peut déclencher une guerre comme on peut faire des miracles. Donc, surveiller sa parole et être bienveillant, je trouve que c'est vraiment les clés de la résilience pour durer dans un métier, dans un poste ou dans la création d'entreprise. Super. Et si les auditeurs veulent vous joindre, où est-ce qu'ils peuvent le faire? On peut me joindre sur LinkedIn. Moi, je réponds à chaque personne, on va dire correcte, qui m'envoie des messages. Oui, bien sûr, j'ai une communauté bienveillante. Sur le site internet, il n'y a pas de problème. Moi, je réponds à tout le monde. Super. Merci beaucoup, Laou. C'est moi qui vous remercie, Inger. C'était un plaisir pour moi d'échanger avec vous. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous trouverez toutes les références dont on a parlé sur le site www.gatemery.com. Et si vous voulez me contacter pour me poser des questions, me présenter de nouveaux invités ou me donner vos feedbacks, je suis hyper preneuse de feedback. N'hésitez pas à le faire sur les réseaux sociaux, LinkedIn et Instagram de préférence, avec le pseudo @gatemery. Je vous répondrai avec grand plaisir. Dernière chose, hyper importante pour moi, c'est de m'aider à faire connaître ce podcast en mettant une note 5 étoiles sur iTunes. Pourquoi iTunes? Parce que c'est là où on peut se démarquer dans la jungle des podcasts et qui permettra aux autres auditeurs de le découvrir plus facilement. Si vous n'avez pas iTunes, pas de souci, partagez-le autour de vous et abonnez-vous sur la plateforme d'écoute de votre choix pour ne pas rater les prochains épisodes. Portez-vous bien et je vous dis à la semaine prochaine.